nous sommes bien arrivés en playoff. On a vu enfin la couleur du sang. Et si vous êtes intéressé un petit peu par les défis physiques, les coups de coude et les ajustements tactiques, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. En effet, ça a été un match très physique, on a eu pas mal d'altercations, on est même passé pas très loin d'une baston, mais en réalité, on a aussi pas mal d'ajustements tactiques, défensivement et offensivement, entre ces deux très bonnes équipes de la conférence Est. En réalité, Orlando et Boston sont de deux très bonnes défenses qui aiment beaucoup jouer physique et qui sont capables de s'ajuster avec différents types de coverage défensif. Alors, partons ensemble pour regarder ce Game 2 et découvrir comment Boston a réussi à gagner ce match malgré l'absence de Jason Tatum. Juste un petit mot pour vous remercier pour tout ce soutien pendant la première semaine de playoff. On a reçu énormément de likes, de commentaires, la vidéo était beaucoup partagée. Donc merci pour ça, on va essayer de continuer et on vous invite juste, vous aussi, à continuer à partager notre travail parce que ça nous aide énormément à nous développer. Merci beaucoup et on est parti tout de suite pour ce Game 2. Mais alors pourquoi ils étaient vénères? Parce qu'en réalité, les loulous, ils ont vu Jason Tatum se faire un petit peu blesser au Game 1. C'est pour ça que c'était un peu tendu l'ambiance au TD Garden hier. Tatum est blessé, n'a pas pu jouer suite à une faute de KCP. Est-ce que c'est une mauvaise faute? Apparemment, Jason Tatum s'est surtout blessé en retombant sur sa main, donc ce serait pas vraiment la faute de KCP. Mais la question c'est, est-ce que Jaylen Brown va pouvoir mener l'attaque des Celtics? La réponse, ça a été plutôt oui. Premier exemple ici avec ce pull-up grâce à un écran très intelligent de Derrick White qui va venir se coincer entre le ballon et le joueur. Et ça, c'est quelque chose que Boston fait énormément. On va essayer de comprendre pourquoi. En fait, dans ce cas ici, on a Wendell Carter Jr. qui est un joueur un peu plus lent que Jaylen Brown. Du coup, quand il va avoir un petit peu la match-up défensive, et il va se reculer un peu plus parce qu'il peut combler avec sa taille, entre guillemets, s'il pull-up tout de suite. La couverture défensive, ici, ça va être de switcher sur l'écran de Derrick White. Mais KCP ne peut pas passer à travers Derrick White, donc il ne peut pas directement contester le tir. Et en fait, Derrick White, en se coinçant entre le ballon et les joueurs qui sont un petit peu en arrière, il offre une fenêtre de tir à Jaylen Brown, et c'est un bon moyen de le mettre en rythme. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi ils switchent? En réalité, s'ils ne switchent pas, ils offrent un petit peu à Boston d'autres opportunités de décalage qui savent aussi très bien en profiter, notamment sur le short roll. Prenons un exemple ici. On a donc un écran de Al Horford, Derrick White qui vient ici, et du côté de Orlando, on va avoir une double team. En fait, ils vont venir à deux ici et là sur Derrick White, et en fait ça va ouvrir le short roll et ça va forcer l'aide de Banchero qui doit laisser Jaylen Brown tout seul au niveau du côté faible. Une fois que Al Horford est trouvé au niveau du côté faible, il sait exactement quelle est la couverture défensive et il n'a plus qu'à trouver Jaylen Brown qui est tout seul à 3 points de l'autre côté. Paolo Banchero saute sur une feinte, c'est quelque chose qui fait beaucoup et ça ouvre un nouveau 3 points pour Jaylen Brown. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait, mais quelque chose qui a été assez surprenant aussi, c'est Derrick White qui allait beaucoup au drive. On a compté 9 drives de Derrick White sur ce dernier match et c'est assez rare pour être souligné. L'autre défi un petit peu de ce match-là, c'était de mettre en mouvement et en confiance le grand bonhomme juste ici, Kristaps Porzingis. Alors, pourquoi le mettre en confiance? C'est parce qu'il a beaucoup apporté au match 1 en termes de spacing, mais il a mis que 1 panier sur 8 tentés. Et ce que fait du coup Boston pour le mettre un peu en confiance, c'est qu'ils ont une sideline action ici, donc le ballon est derrière le panier juste là. Et en fait, Peyton Pritchard, il va venir poser un écran dans le dos de Wendell Carter Jr. pendant que Jrue Holiday et Sam Hauser étirent vraiment les deux défenseurs du cercle le plus possible. Donc une fois que ça arrive, on a Anthony Black qui est switché sur un Porzingis qui arrive très très fort et en fait Wendell Carter Jr. ne peut pas suivre et ça ouvre tout simplement le dunk parce que les deux joueurs du haut de la défense sont en retard, KCP défendait la ligne de fond et les aides au cercle arrivent bien trop loin parce qu'elles étaient étendues dans le corner. Très bon moyen de le mettre en mouvement du côté de Boston. L'autre moyen plus classique, c'est un petit peu de lui donner des post-up. Il y a eu pas mal de post-up aussi la nuit dernière face à Orlando. Sur un jeu un peu arrêté,
domination physique de Boston vient un peu parfois de la hauteur et ils ont utilisé justement pas mal de post-up et de drive. Un nouveau drive de Jrue Holiday juste ici après un post-up avec un dunk. C'est la deuxième fois qu'il dunk de la saison. Passons un petit peu à l'attaque d'Orlando qui a pas mal attaqué le switch de Boston et a essayé de trouver un petit peu des mismatchs. Ça a été assez intéressant de voir qu'en réalité ils ont quand même des options de drive et que Boston par contre est prêt à leur laisser les 3 points ouverts. Mais en réalité, le défi pour Boston, c'est surtout d'arriver à défendre Orlando lorsque les joueurs de banc sont sur le terrain. Mais alors, comment ont-ils fait? Eh bien regardez, on s'est retrouvé, une fois qu'on avait les joueurs du banc, notamment Sam Hauser, Peyton Pritchard et Luke Kornet juste ici, on s'est retrouvé dans une zone en 1, 3, 1. En fait, le but, c'est de couvrir le plus les espaces, d'empêcher l'accès au corner ou de forcer l'accès au corner avec une passe assez difficile, de bloquer les lignes de drive et de garder un joueur qui met la pression sur le porteur de balle. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que s'articule la défense de Boston avec du coup les mismatchs. On retrouve encore une fois la zone ici avec les 1 et les 2, alors que en réalité, la cornette couvre littéralement 3 joueurs du Magic et Jaylen Brown en défend 2. Donc on a juste cette ligne-là, apparente visuellement. Ils ne défendent pas de joueurs directement, mais pourtant ils empêchent vraiment le drive et ils empêchent aussi les joueurs de venir se positionner dans cette zone-là du terrain. On voit clairement que là, le Magic ne sait pas trop où donner de la tête et petit à petit, la défense de zone se transforme en défense individuelle avec Jaylen Brown qui est posté sur Cole Anthony, Peyton Pritchard qui est posté sur Gary Harris et Sam Hauser qui prend sa place sur Anthony Black. Le problème, c'est que Porzingis, il n'a pas bien compris, c'est assez mal exécuté, il vient doubler sur Isaac alors qu'il n'y a pas besoin, et il laisse Franz Wagner ouvert à 3 points. Ça rentre pas, et ça montre encore une fois 2 choses, c'est que les zones peuvent prendre des formes un petit peu différentes. Ici, on se retrouve peut-être plus avec une espèce de triangle devant et 2 joueurs derrière, et on voit aussi qu'au fur et à mesure d'une possession, une zone peut devenir aussi individuel. J'ai demandé à Joe Mazzulla ce qu'il en pensait en conférence de presse. Il a dit qu'il y avait eu des résultats assez mitigés, mais que ça avait bien permis de casser le rythme de l'attaque, de passer en zone. Autre moyen un petit peu de casser le rythme de la défense d'Orlando, c'est de mettre Luke Kornet sur le meneur de jeu adverse. Pourquoi? Parce que Anthony Black, il peut pas shooter à 3 points. Et du coup, avec Kornet face à lui, ça le gêne un petit peu dans sa ligne de drive et ça en fait de lui pas vraiment une menace à 3 points. Donc on a Luke Kornet qui peut vraiment, peu importe le positionnement d'Anthony Black, rester dans cette zone-là. Donc sur le pick and roll, plutôt que switcher, on peut avoir Porzingis qui est dans un premier drop, avec Kornet qui est dans un deuxième drop, et Jaylen Brown qui passe au-dessus de l'écran. Ça congestionne totalement la raquette. Luke Kornet n'a que faire d'Anthony Black qui se repositionne dans le corner, et du coup le drive est annulé. Et ensuite, la présence de Kornet, encore une fois, est importante parce qu'il va totalement laisser Anthony Black tout seul, il va plutôt venir se positionner dans la ligne de drive et ça rend encore une fois l'action bien compliquée. Donc voilà, Boston, malgré un petit peu un manque de taille dans sa seconde unité, a bien réussi un petit peu à coincer Orlando et en fin de match, ce qu'ils ont décidé de faire pour arriver vraiment à annuler toute chance de victoire pour Orlando, c'est qu'ils ont vraiment décidé de bloquer la raquette le plus possible, quitte à laisser les joueurs d'Orlando ouverts à 3 points. En fait, ils étaient prêts un petit peu à vivre avec ça, quitte à défendre le cercle le plus possible, et aussi d'essayer de dominer au rebond. Connaissant un petit peu le manque de shooting d'Orlando, c'est tout à fait logique de faire comme ça, et ici sur 3 points de Wendell Carter Jr., ils se font punir, mais ils sont prêts à vivre avec ça. Du côté de l'attaque de Boston, on a vraiment retrouvé peut-être une bonne version de Jaylen Brown qui ici drive dans un premier temps sur Paolo Banchero, retourne se positionner en défense et va réussir entre guillemets à retrouver un petit peu le peps qu'on lui connaît en défense individuelle sur le ballon. Il est switché sur Corey Joseph, intercepte et repart en transition. Il avait été blessé au genou et le voir un petit peu revenir avec ce tel niveau d'athléticité, ça fait plaisir. On l'a aussi vu attaquer directement Goga Bitadze une fois qu'il était rentré sur le terrain et qu'il faisait du switch, ce qui a amené Orlando à jouer autrement avec Bitadze. Ce qui s'est passé avec Orlando à la fin du match, en tout cas au début du troisième quart-temps, à la fin du troisième quart-temps et au début du quatrième, c'est qu'ils l'ont utilisé en drop.
Et ce qu'a fait Boston pour punir le drop, c'est qu'ils ont fait par exemple des stagger actions, comme ici sur la sortie, enfin la remise en jeu. On a un premier écran et un deuxième écran de Luke Kornet pour Peyton Pritchard. Comme on est en drop, Bitadze est en bas dans la raquette, on a Gary Harris qui ne switche pas parce qu'on est en drop. Anthony Black doit donc passer à travers un et deux écrans. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait un tir ouvert pour Peyton Pritchard. Et en réalité, le drop, Boston sait très bien l'attaquer. On va retrouver un nouvel exemple ici. On va voir que Goga Bitadze se retrouve encore une fois en drop sur l'écran pour Jaylen Brown. On a le drop juste là. On a du coup le défenseur qui est en retard sur Jaylen Brown. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène une aide de la part d'Anthony Black un peu plus proche de la raquette. Bonne lecture de Jaylen Brown qui identifie notre ami Peyton Pritchard dans le corner à 3 points. Et encore une fois, ça fait bingo. Donc vraiment, les shooters d'élite de Boston forcent la défense à prendre des décisions et parfois même les bonnes décisions ne fonctionnent pas. Derrick White a été hyper bien défendu et pourtant au quatrième quart-temps, il a mis 2-3 points coup sur coup sur la tête des défenseurs d'Orlando. C'est un petit peu là en fait qu'est la vraie différence entre les deux équipes, c'est en termes de talent et en termes de shooting. Ici on retrouve une action bien connue de Boston, on peut voir ici Jaylen Brown qui l'appelle en faisant un rond au-dessus de sa tête. Ça veut dire empty side pick and roll. Alors, qu'est-ce que ça veut dire empty side pick and roll? Ça veut dire qu'on va avoir un écran posé sur le porteur de balle avec tout un côté du terrain qui est complètement ouvert. Quelque chose que Boston fait beaucoup pour attaquer les mismatchs et changer un petit peu la géométrie du terrain. Qu'est-ce qu'ils obtiennent ici? Ils vont obtenir un premier switch. On a donc Wendell Carter Jr., le protecteur de cercle, qui est switché sur Peyton Pritchard. Pas pratique pour protéger le cercle. Ce qui se passe donc, c'est que Porzingis vient se positionner au post-up ici pour attaquer Anthony Black. Et l'effet un petit peu doublement positif, c'est qu'en plus, il retire la protection de cercle parce que Peyton Pritchard est défendu par Wendell Carter Jr. Il change le côté du ballon et on a Jrue Holiday qui fait une coupe un petit peu vers le panier pour justement apporter KCP de ce côté-là et libérer encore une fois un côté du terrain. Toujours important en fait d'arriver à gagner des espaces. Une fois que c'est fait, on a donc KCP et Anthony Black qui sont les deux joueurs un petit peu en bas pour protéger le cercle, alors que le vrai protecteur de cercle est normalement ici. Avec Al Horford qui s'écarte le plus possible dans le corner, on a ici, juste là, une poche pour Jaylen Brown qui va pouvoir driver jusqu'au cercle sans être trop gêné par quelconque protection. Et en fait, c'est ça où Boston est très fort, c'est en plus de faire des tirs difficiles parce qu'ils ont beaucoup de talent, c'est qu'ils ont une gestion de la géométrie du terrain qui est très bonne. Et ce que j'ai adoré, encore une fois, c'est les drives de Jrue Holiday qui ont permis en réalité de libérer pas mal d'espace. Et là, c'est intéressant de retrouver Jaylen Brown à la conclusion d'un drive and kick, alors que d'habitude, c'est lui qui drive and kick. Voilà un petit peu pour ce petit match 2, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de voir le Game 3, je pense que ce sera toujours aussi physique. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés et qu'il y aura toujours autant d'ajustements tactiques. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et peut-être aussi un nouveau podcast ce week-end pour parler de draft. A plus.